Vous êtes bien sur TV+, c'est l'heure de votre principale édition d'information. Mais avant, voici les titres. Dans ce journal, la situation d'une famille en détresse, notamment celle des enfants dont l'ex-épouse de leur défunt père a décidé de les spolier de tous leurs biens par abus d'autorité. Aujourd'hui, ces enfants se retrouvent sans bien complètement démunis. Ayant intenté en justice, le dossier piétine, sinon voué à l'échec. Le reportage sera signé Francis Obama. Et puis le niet du président en exercice du front de l'opposition pour l'alternance apparaît aujourd'hui comme une douche froide infligée au gouvernement Onaondo 3. Et au lendemain justement de cette défection, les débats enflent dans tout le pays. Population et observateurs s'agitent dans les réactions et ce soir, vous aurez l'analyse du docteur Jonathan Tuntumgom rencontré par Patrick Serrano. Et au lendemain de sa nomination, Jean de Dieu Moukani Ouangou, président en exercice du Front, devrait prendre part au Conseil de ministres. Eh bien, ce dernier n'y est pas allé, chose qui a mis en mal le chef de l'État et son gouvernement, qui a de suite réagi par le biais de son porte-parole. Un extrait vous sera proposé et derrière, vous aurez l'avis d'un observateur de la vie politique du pays. Voilà, bonsoir et bienvenue et merci encore pour votre fidélité. Direction d'abord le 2e arrondissement de Libreville, au quartier Cocotier plus précisément. On parlait de cette famille en détresse. À l'origine, la confiscation des biens aux enfants par l'ex-épouse de leur défunt papa. Le dossier en justice, jusqu'ici, ne connaîtrait aucune avancée significative. Francis Obama, Bettines Makosso. Une situation sociale compliquée pour la famille de feu Dragvo Abdoulaye, décédé en 2002, les 14 enfants et leur mère, 14 orphelins, il faut le préciser, confrontés à une grande injustice de la part de Dame Clémentine Essou Benga, l'ex-épouse de leur père et divorcée de son vivant, laquelle confisquerait les biens du défunt, notamment le terrain situé au quartier Atibinsos, ainsi que les biens matériels. Impossible pour les enfants héritiers légitimes d'entrer en possession puisque ces dernières semblent manipuler la justice. Depuis 2002, au décès de papa, la dame s'est installée sur notre terrain que papa nous a laissé. Nous sommes au nombre de 14 enfants. Bon, quand elle s'installe là-bas, nous, les 14 enfants et nos 2 mamans, on se retrouve dans la rue. On a commencé à faire des procédures au tribunal parce qu'on ne voulait pas agir de sorte comme des barbares. Donc on s'est rapproché de la justice parce que pour nous, la justice est la mieux placée pour trancher cette affaire. Bon, depuis 2002 jusqu'alors, les dossiers disparaissent au tribunal. À chaque fois, oh, amener tel dossier, ça disparaît, amener tel dossier, ça disparaît. Bon, il s'avère que tout récemment, on a forcé, on a pu avoir un procès. Le procès s'est passé et à chaque fois, la dame ne vient pas. On a été appelé à plusieurs reprises au tribunal, elle ne venait pas. Même quand on envoie les huissiers de justice, c'est elle qui menace. Donc, on a eu une audience où elle n'est pas venue. On a tout fait pour avoir un avocat. Le procès s'est passé, la dame n'était pas là. Ils nous ont fait comprendre au tribunal qu'on délibère le 11, vendredi 11 de ce mois. Vendredi 11, on arrive au tribunal, on nous fait comprendre que c'est à 13 h. On attend 13 h. Quand on délibère, on nous fait comprendre qu'il y a non-lieu. Donc, il faut refaire rappel. S'il faut refaire appel, on se pose la question. C'est nous, les enfants légitimes. Elle est divorcée. Nous sommes au nombre de 14. Orphelins. Donc, là, on parle maintenant d'une affaire d'orphelin. Elle est sur notre terrain, elle joue de tous les biens, et nous sommes dans la rue. Malgré moult tentatives auprès de la justice, aucune avancée. Seule intervention positive, celle du vice-président du tribunal,
intimant l'ordre à la dame de céder ses biens au propriétaire légitime, mais cette dernière s'obstine à ne rien entendre. Les enfants Dragvo lancent donc un appel aux autorités pour que justice soit faite. Pour tout contact, appelez le 07 39 74 13 ou le 07 12 72 08. Et on revient sur ce SOS lancé par une famille dont la fille âgée seulement de 8 ans est portée disparue depuis le jeudi 10 septembre 2015. Jusqu'à ce jour, elle n'aurait pas été retrouvée, d'où le déplacement de TV+ par les membres de la famille pour alerter l'opinion. Berthéline Bengon, Benoît Mwamba. Âgée de 8 ans à peine et au caractère irréprochable, petite Yashimini Marie-Landrine Ndonyeban est portée disparue depuis le 10 septembre dernier. Rien ne présageait d'une telle situation pour sa famille au quartier Sotega, qui depuis lors a cogné à toutes les portes, parmi lesquelles la police judiciaire, sans avoir de réponse concrète, si ce n'est attendre les conclusions d'une enquête ouverte. Pour les membres de sa famille, dont l'angoisse est grande, retrouver la petite Yashimini Marie-Landrina Ndonyeban reste la seule et unique préoccupation du moment, d'où cet appel à l'aide. Je cherche la fille depuis le jeudi, le 10 septembre, à 19h précisément, au quartier Sotega Pavé. La petite fille en question faisait l'école avec sa mère. Tout ce que nous voulons, c'est juste trouver notre fille. C'est tout ce que nous voulons. C'est une petite fille innocente, elle est âgée de 8 ans. Et c'est une fille très très sage. C'est pas le genre d'enfant qui bouge constamment. C'est de nous ramener notre fille et de nous contacter au numéro 07 35 32 06. Pour permettre aux parents de cette petite fille de retrouver le sommeil, toute information à ce sujet peut être utile. Composez tout simplement le 07 35 32 06, le 02 41 31 40. Ensemble, nous pouvons sauver une famille dans le désespoir. Voilà, partons à présent pour la Nationale 1 qui présente un visage plutôt peu reluisant du fait de la présence des nids de poules visibles à certains endroits, obligeant les automobilistes à rouler avec beaucoup de prudence. Le constat est de Francis Obam sur les images de Guy-Serge Dizambou. Sur la Nationale 1, le décor n'est pas reluisant, des nids de poules à plusieurs endroits, une route censée être réaménagée à tout moment. Au regard de son importance, il faut forcément passer par ici pour rallier l'intérieur du pays et l'inverse. Malheureusement, les véhicules venant dans les deux sens sont confrontés à l'état de la route, obligés de ralentir à ces endroits de peur de causer des pannes mécaniques. À d'autres endroits, la route est en bon état, ce qui permet aux automobilistes de circuler normalement. Pourquoi la nationale présente-t-elle cette image? À coup sûr, la négligence des autorités de réaménager en permanence cette route, pourtant la seule qui va dans le Gabon profond. Les dirigeants parlent du développement du Gabon. Or, il n'existe pas de développement véritable sans des infrastructures routières fiables et cela devrait passer nécessairement par le bon état de la nationale. Aussi un appel à ces derniers, l'émergence du pays à l'horizon 2025 peut-être, mais pas avec des routes cabossées. Il faudrait y penser. Voilà, et sur cette même nationale, on parle de circulation intense des véhicules venant de Libreville pour l'intérieur du pays et vice-versa. Situation qui devrait interpeller la Direction générale de la sécurité routière au fin de multiplier les contrôles dans le but de minimiser les accidents de la circulation. On retrouve Francis Obam. La circulation est très intense sur la nationale. Les véhicules en partance pour plusieurs directions sont visibles. C'est normal, c'est la principale route. Les embouteillages sont d'ailleurs notés ici. Que ce soit en matinée, à midi ou le soir, tous empruntent la nationale pour se rendre soit en Toum, dans la province de l'Estuaire,
ou Kango ou dans d'autres localités. Une intense circulation enregistrée chaque jour qui occasionne pas mal de désagréments, les accidents de la circulation étant légion du fait du manque de vigilance de certains conducteurs, une situation qui devrait interpeller la Direction générale de la sécurité routière à maximiser les contrôles sur la voie, à sensibiliser davantage les conducteurs à la prudence et au respect du code de conduite. Actualité oblige, à présent on parle politique avec la sortie médiatique tout récemment en pleine conférence de presse de Jean de Dieu Moukani Iwangou, sortie qui fait encore mal au gouvernement. Comment comprendre ce refus catégorique du président du Front? L'analyse est de Joël Fankoulou. Chers amis, j'ai dit non à la transgression des valeurs démocratiques. J'ai dit non, non et non à l'entrée au gouvernement. Jean-Robert Ndaman, nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et du Logement, et Jean de Dieu Moukani Iwangou, nommé ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Entrepreneuriat agricole, chargé de la mise en œuvre du projet Graines, viennent de dire niet au grand jamais de siéger dans le gouvernement au nom de trois. Un gouvernement qui n'a aucune visibilité et aucune lisibilité, d'ailleurs comme les précédents. En refusant de rentrer dans le gouvernement au nom de trois, les cas Jean de Dieu Moukani Iwangou et Jean-Robert Ndaman refusent de cautionner ici le faux, l'arrogance et plusieurs autres mots qui frappent et minent aujourd'hui l'état émergent d'Ali Bongo Ondimba. Si Jean de Dieu Moukani Iwangou a refuté la forme et le fond, il revient tout simplement à démontrer de l'amateurisme de ces émergents. Président du Front de l'opposition pour l'alternance, Jean de Dieu Moukani Iwangou, à travers cette action, interpelle les différents leaders de l'opposition gabonaise non seulement de se réveiller, mais aussi et surtout à ne pas jouer en solo, car cela ne profitera au grand jamais au Gabon, mais rien qu'à leurs propres égos. Cette sortie, voire mieux ce refus, entend, on l'espère, mettre de l'ordre dans les rangs de cette opposition aujourd'hui en perte de vitesse, mais aussi en proie aux différentes guéguerres. Certes, l'opposition a besoin des leaders francs convaincus de leur cause, car à travers eux aussi, ce refus, comme l'a fait André Mbaobam à son époque et bien d'autres avant lui, notre pays commence, on peut le dire véritablement, à trouver des leaders dignes de ce nom, des leaders crédibles et non des leaders accros et assoiffés au poste ministériel et à plusieurs autres avantages. Joël Franck Koulou, et on va dire que c'est une situation plutôt embarrassante pour le pouvoir qui vient d'encaisser une fin de non-recevoir après des nominations qui aujourd'hui font plus de polémique qu'autre chose. Et là, une interrogation se dégage. Peut-on traduire cela comme une faiblesse du régime? Tentative de réponse dans cet élément de Patrick Serrano. À un an de l'élection présidentielle de 2016, la peur aurait-elle définitivement changé de camp? L'interrogation vaut son pesant d'or, tant le pouvoir semble bien pris de panique aujourd'hui du fait de l'effritement du régime qui se fait sous le nez et à la barbe de tous ceux qui, en fait, avaient pensé qu'ils ne pouvaient pas faire du neuf avec du vieux. Et la toute nouvelle perle rare qui devient finalement vulgaire n'a guère pu faire mieux depuis son accession à la primature, se contentant tout simplement à figurer dans les moindres petites manifestations et dans les grands forats, comme si les préoccupations des Gabonais n'étaient pas son affaire. Lui qui justement avait pensé qu'il suffisait de sa nomination à la primature pour que les Wallon témoins arrêtent de bouder le pouvoir, un pouvoir qui n'a eu de cesse de marginaliser ce peuple comme d'autres au Gabon. Tout compte fait, la formation du nouveau gouvernement vient effectivement confirmer la faiblesse du régime, une faiblesse qui aura bien du mal à être effacée du fait des casseroles que traînent les dirigeants qui ont opté depuis 6 ans pour la politique mirage, contraignant les populations à douter de leur intelligence et de leur capacité de discernement. La faiblesse, oui, le pouvoir l'est encore plus du fait des arguments
qui ont tari dans leur gypsière émergente. Que dire encore pour convaincre? Et c'est bien ce pied de nez que viennent de faire Mukani Iwangu et Robert Ndaman, qui ne voulaient pas servir de pantin pour redorer une image qui est écornée et bien salie par de nombreux scandales financiers, économiques et humains. Allusion faite à la destination Gabon qui a été mise à mal, et ce depuis 6 ans, avec l'affaire des crimes rituels qui d'ailleurs n'ont pas cessé jusque-là. Y a-t-il suffisamment d'intelligence actuellement au sein du pouvoir pour renverser la tendance? Juste préciser que l'invective et l'arrogance n'y changeraient sans doute pas grand-chose. Et 48 heures après la formation du nouveau gouvernement de la République, les réactions sont multiples, je vous l'ai dit en titre, toutes plus pragmatiques les unes que les autres sur l'opportunité d'un remaniement à un an seulement de l'élection présidentielle de 2016. Patrick Serrano, Guy Serge, 10 ans. Le nouveau gouvernement ou bien le remaniement gouvernemental qui vient d'avoir lieu, effectivement, rencontre quelques reprobations de la part de certains membres qui ont été appelés. Nous prenons le cas le plus spécifique qui est celui du président de l'UPG version Iwangu, le cas de Mukani Iwangu qui a décliné l'offre. Alors les raisons qu'on peut donner à la démission du président Iwangu Mukani, c'est que dans un premier temps, il faut y voir un traquenard vers lequel il a été attiré, dans ce sens que le président Mukani Iwangu est l'une des personnalités de l'opposition les plus véhémentes jusque-là. Il est resté constant dans sa critique vis-à-vis du régime actuel et notamment à propos de l'ambiguïté juridique qui entoure l'état civil du président de la République. Et je pense que le président Mukani Iwangu est resté constant dans sa réclamation de l'impeachment, c'est-à-dire la destitution du chef de l'État, parce que, dit-il, le président a usé du faux et a fait usage du faux en écriture publique, notamment par la présentation d'un acte de naissance qui ne soit pas conforme. Donc il est resté constant là-dessus. La deuxième lecture par rapport à Mukani Iwangu, c'est qu'au-delà de ces critiques véhémentes, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le président cherche des axes d'alliance. C'est vrai que pour l'instant, l'axe d'alliance Nzebi-Teke-Obamba fonctionne merveilleusement bien sur le plan politique depuis la création du PDG. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus des velléités d'autonomisation, sinon d'émancipation de cet axe Nzebi. On prête à tort ou à raison des intentions au président de l'Assemblée nationale, Guy Zoubandama, raison pour laquelle on est allé chercher Nzenge Nzundu, qu'on avait déjà presque expulsé des rangs du PDG, et on est allé le rechercher, mais en même temps, il va falloir chercher la caution pour nous, parce qu'on se rend compte que les dignitaires pour nous, au niveau du régime actuel, sont un peu en dehors de l'escarcelle d'Ali Bongo. On pense à Maganga Moussavou, on pense à Dijob Divung Diding, on pense à Pierre-André Kombil Koum. Donc du coup, je pense que l'entrée de Mukani Iwangu aura été un trophée politique pour la caution pour nous de la part du président Ali Bongo. Monsieur Mukani reste la personnalité politique de l'opposition qui soit à même de causer des problèmes par rapport à la validation de la candidature d'Ali Bongo, justement à cause de l'acte de naissance querellé et qui pose problème aujourd'hui. Donc, c'est un enjeu pour le président de la République, c'était un enjeu pour lui d'avoir M. Iwangu dans son gouvernement. Mais malheureusement, il ne l'aura pas. Et dans la même journée, donc hier, de la conférence de presse de Jean de Dieu Mukani Iwangu, on va dire la conférence de presse du Niet, quelques heures après, le gouvernement n'a pas tardé à réagir par le biais de son porte-parole qui, lui, par contre, a confirmé que ce dernier a bel et bien été consulté. Regardons ensemble cet extrait. Le Premier ministre du gouvernement prend acte ce jour du refus de M. Jean de Dieu Mukani Iwangu de faire partie du gouvernement d'ouverture formé le vendredi 11 septembre 2015. Le gouvernement de la République marque son étonnement face à ce refus formulé par le biais d'une conférence de presse aujourd'hui même. Cet étonnement est d'autant plus grand
que M. Jean de Dieu Moukani Iwangu a été longuement consulté, comme d'autres acteurs de l'opposition, et a marqué son accord, aussi bien sur le principe d'entrée au gouvernement que sur le portefeuille ministériel qui lui a été proposé. Le Premier ministre du gouvernement prend donc l'opinion nationale et internationale à témoin de cette volte-face qui traduit la démarche d'une certaine opposition se caractérisant par la critique systématique, l'invective au nom du peuple gabonais qu'il refuse cependant de servir lorsque l'occasion lui en est donnée. Et toujours en relation avec cette actualité brûlante de l'heure, cet après-midi, justement, s'est tenu du côté de Glace un forum citoyen autour de nombreuses personnalités de l'opposition gabonaise, notamment Jean de Dieu Moukani Iwangu, qui est revenu sur le piège raté du nouveau gouvernement, mais par la même occasion a tenu à répondre à la récente communication du porte-parole du gouvernement. Il est au micro de nos reporters. Le Front doit mobiliser pour les besoins de son combat, un combat dont il faut repréciser les termes. Parce que ce combat est clair, ce combat est beau, et c'est dans ce combat que j'ai dit non, non et non. Aujourd'hui, désormais, une nouvelle société est née. Désormais, il y a une prise de conscience chez les Gabonaises et les Gabonais pour dire 50 ans d'échec, c'est terminé, on doit passer à autre chose. Et les Gabonais le disent avec lucidité, je n'ai été que l'un des vecteurs de ce discours, de cette conviction des Gabonaises et des Gabonais. J'ai été proposé au gouvernement, vous le savez. Sur cette question, d'aucuns pense avoir à ouvrir un débat de l'accessoire. Le débat de l'accessoire, c'est de savoir si j'ai dit oui parce qu'on m'a imposé, si j'étais d'accord au départ, si j'étais partant. Je crois que c'est de l'accessoire. Ce qui est évident, c'est que le pouvoir pense avoir à courtiser les Gabonaises et les Gabonais, et le pouvoir qui est aux abois cherche des bouées de sauvetage, et ces bouées sont ici en face, et j'ai eu peut-être le privilège ou le malheur, c'est selon, d'être la bouée qui leur paraissait la plus accessible. Mais tout naturellement, ayant privé le camp du pouvoir de la bouée, vous avez compris que le processus de noyade est en cours. Sur l'invitation au gouvernement, pour nous, c'est un épiphénomène. Dans la pratique courante, un individu, bien sûr, va à l'école, se forme, entre dans la vie active, performe ou non, et dans l'évolution de sa carrière, il peut être appelé aux hautes responsabilités. Et lorsqu'on est appelé aux hautes responsabilités, c'est un honneur, on y va la tête haute et plutôt fier d'avoir été choisi. Seulement voilà, qu'est-ce qui peut justifier qu'un citoyen distingué dans ce cadre-là ait pu décider de ne pas répondre positivement? Il y a bien un problème. De deux choses l'une, ou l'offre n'était pas pertinente, ou alors l'environnement qui devait m'accueillir n'était pas si attrayant, de sorte que j'ai pensé qu'il était bon de reconsidérer cela parce que je dois m'employer au principal. Et le principal, c'est offrir au Gabon une alternative valable pour le pouvoir. Et cette alternative se trouve ici et maintenant. Voilà, et au cours de cette rencontre citoyenne, d'autres questions ont été évoquées, mais nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Mais il faut noter que le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a répondu seulement à Jean de Dieu Moukani Iwangu, mais le cas de Robert Endaman, du RPG, qui lui aussi démissionne à quelques heures à l'annonce de ce gouvernement, semble démontrer là que certains membres du gouvernement n'ont pas été consultés, comme plusieurs sources nous l'ont
affirmé. En tout cas, nous y reviendrons. Et au cours de cette dernière, ou sinon au lendemain de cette dernière communication du porte-parole du gouvernement, pas seulement les politiques, mais les observateurs de la vie politique du Gabon ont également tenu à réagir, notamment le docteur Jonathan Tuntumgom qui est au micro de Patrick Serrano. Je ne suis pas trop pour les raisons évoquées par mon frère Alain Claude Bilebinze, d'ailleurs à qui j'adresse mes félicitations, mais lorsqu'il attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le fait que deux des personnalités de l'opposition ont refusé d'entrer au gouvernement pour servir les Gabonais, je pense qu'il n'y a pas que dans le gouvernement qu'on est appelé à servir les Gabonais. Mais la dernière chose que je dois dire et qui concerne le plan politique, c'est qu'on parle d'un gouvernement d'ouverture à partir du moment où il y a eu des discussions. Or, tout le monde sait que le pouvoir actuel a toujours méconnu, sinon pratiqué un déni de crise au Gabon. Or, lorsqu'on veut former un gouvernement d'ouverture, ça signifie que vous reconnaissez d'abord l'existence d'une crise. Vous discutez avec vos partenaires sur une plateforme commune politique pour gérer un certain nombre de choses qui vous étaient, qui constituaient des différends. On a eu le gouvernement d'ouverture de 1990, le gouvernement de large consensus, le gouvernement de l'Union nationale. Toutes ces formes de gouvernement procèdent d'une entente de reconnaissance d'abord d'une crise politique avant de constituer un gouvernement qui prenne en compte à la fois les membres de la majorité et les membres de l'opposition. Mais constituer un gouvernement d'ouverture alors qu'il n'y a eu aucune discussion au préalable, alors qu'il y a des problèmes, je pense que cela est de nature à confirmer l'hypothèse de ceux qui pensent que c'est un peu de l'amateurisme politique. On reste dans cette actualité promulguée vendredi dernier. Le troisième gouvernement du professeur Daniel Onaondo, loin de répondre aux attentes du peuple gabonais, a aussi une particularité, celle du retour à l'ancienne architecture des gouvernements Bongo Père, alors que l'office avait promis un changement profond dans l'organisation et la gestion administrative. Le regard est de Joël Fankoulou. En 2009, après son coup de passage en force à la tête du Gabon, le chef de l'exécutif, Ali Bongo Ndimba, avait à cœur de rassurer les Gabonais sur sa bonne foi de faire changer les choses, surtout au niveau de l'appareil administratif, en instaurant des séminaires gouvernementaux, tout en mettant en pratique cet adage des émergents qui dit, je cite, « On ne fait pas du neuf avec du vieux ». Nombreux sont ceux qui ont ri et d'autres ont cru. D'abord, au niveau de la nomenclature gouvernementale, l'émergent en chef a voulu tout d'abord se faire passer pour un économe en réduisant drastiquement le nombre des ministres. Las de chercher la bonne ou la meilleure formule, le nombre des membres de ces différents gouvernements n'a cessé d'augmenter. Reconnaissant avoir échoué, le dernier gouvernement promulgué vendredi dernier nous a ramenés sous le règne Bongo Père, puisque l'on retrouve 3 vice-premiers ministres, 4 ministres d'État, des ministres et surtout des ministres délégués sans réelle mission. L'on note aussi le retour de certains caciques, une nomenclature, voire architecture gouvernementale que certains des émergents disaient relégués au calendrier grec. En dehors de cette nomenclature gouvernementale, si l'on peut citer Paul Biyogemba, qui devient le premier vice-premier ministre, ministre de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, l'on peut tout aussi citer le général Flavien Nzengi Nzundu,